Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, bien nous nous retrouvons donc pour poursuivre l'examen des missions du PLF 2025. Alors nous continuons de naviguer à vue avec malheureusement souvent la certitude de l'incertitude, ce qui touche d'ailleurs, nous l'avons vu ce matin, un peu à l'organisation de nos débats, parce que des amendements, des sous-amendements arrivent dans la nuit, juste à l'instant. Voilà. Mais il faut se dire une chose, c'est que la mission Livre, Médias et Industrie culturelle, ainsi que les avances à l'audiovisuel public, recouvrent pourtant plusieurs enjeux substantiels qu'il nous faut aborder. Le premier porte sur les médias de proximité. Nous en avons parlé ce matin, ce sont les radios associatives et singulièrement leur financement. Le PLF 2025, dans son épure, prévoit donc une baisse historique de 30%, soit près de 11 millions d'euros. Nous savons que ce sont des plateformes d'expression pour les citoyens, qui participent du lien social, souvent dans nos territoires, et qu'ils portent aussi une attention aiguë à la jeunesse en travaillant sur la désinformation et en menant des opérations d'éducation aux médias, qui se révèlent bien évidemment indispensables dans le contexte géopolitique actuel qui est marqué par une déstabilisation et une ingérence permanente. Alors Madame la Ministre, vous avez décidé de revenir sur cette décision et de réintégrer les 10 millions d'euros au FSER. C'est une heureuse nouvelle, je voudrais vous en remercier, que je salue. Je vous proposerai même d'aller un petit peu plus loin en réintégrant l'aide au podcast qui a été supprimée en 2024, mais qui s'avère vraiment essentielle pour soutenir ce secteur. Le podcast est en constante évolution et je pense que c'est important de le souligner. En revanche, je m'inquiète un peu de la rationalisation des critères qui ouvrent droit au fonds de soutien que vous avez évoqué à l'Assemblée nationale et qui pourrait faire craindre de fait une diminution du nombre des bénéficiaires dans les années à venir. Pourriez-vous simplement nous préciser les modalités de cette rationalisation et vous engagez-vous bien évidemment à ne pas appauvrir le tissu de nos radios associatives locales en établissant peut-être des critères un peu trop restrictifs? Toujours sur le volet radio, je voudrais saluer le travail de l'Arcom qui a rendu un passionnant livre blanc sur la radio l'été dernier. Parmi les chevaux de bataille du régulateur, le déploiement du DAB+ occupe une place de choix. En particulier, il appelle à un portage politique plus affirmé de la part de l'État et à l'instauration d'un accompagnement financier à destination des acteurs radiophoniques pour les aider temporairement et sous condition à la double diffusion. Envisagez-vous d'ailleurs, Madame la Ministre, de créer cet accompagnement? Je tiens à vous alerter sur la nécessité de venir en appui aux collectivités territoriales qui se trouveraient dans une zone blanche couverte ni par la FM ni par le DAB+, ou qui d'ailleurs observeraient un déploiement du DAB+ très peu équilibré sur leur territoire. Réussir ce virage-là implique de garantir un accès universel à ces technologies et je pense que c'est une question d'égalité territoriale. Le deuxième enjeu majeur que j'évoquais en introduction a trait à l'information et aux aides à la presse, marronnier qui semble intangible d'année en année malgré les griefs recensés. Pour autant, en 2025, le contexte est singulier suite à la publication des EGI. Alors, sans appeler à une refonte totale, les EGI préconisent de les bonifier dès lors que les organes de presse ont des pratiques vertueuses, notamment, je cite, en adoptant la qualité de société à mission d'information ou en mettant par exemple en place des actions de formation des journalistes. Dès 2022, notre Assemblée appelait dans son rapport sur la concentration des médias à réformer les aides à la presse et à réviser les conditions d'octroi des aides au pluralisme et à la modernisation en prenant en compte la situation financière des groupes auxquels les titres candidats sont rattachés. Et ce, afin, vous imaginez, de soutenir la presse indépendante. Là aussi, une question, Madame la Ministre, ce point précis fera-t-il partie du projet de loi des EGI que vous avez annoncé? En tout état de cause, la baisse des crédits du programme 180 n'est pas un signal très positif. Il est même contradictoire avec l'objectif politique affirmé de modifier et de moderniser le secteur de la presse, d'améliorer l'accès à une information sourcée et de qualité et de renforcer les exigences en matière de pluralisme pour offrir de meilleures garanties statutaires et d'exercice aux journalistes. Le troisième enjeu, c'est celui de l'avenir de nos industries culturelles et de notre audiovisuel public. Tout d'abord, sur le CNM, je me réjouis de l'adoption en première partie de l'amendement du gouvernement qui permettra d'atteindre le rendement attendu de la taxe streaming. En revanche, le plafond de la taxe sur les spectacles, je le dis parce que ça va pas faire partie de la commission mixte paritaire, eh bien ce plafond devra être rehaussé à minima à 55 millions d'euros sous peine de porter gravement préjudice au fonctionnement de l'opérateur. Alors là aussi,
Encore une question, Madame la Ministre, si vous m'écoutez, soutiendrez-vous la modification du plafond en vue de la CMP? Quant au CNC, la ponction supplémentaire imposée par la majorité sénatoriale, sous l'impulsion du rapporteur général, n'est pas soutenable. Il y avait 450 millions d'euros initiaux, pas de problème. Le rapporteur général voulait rajouter 200 millions. Ce sont finalement 50 millions, soit 500 millions au total, qui seraient prélevés sur la trésorerie du CNC. Je tiens simplement à rappeler que le CNC est intégralement financé par 4 taxes, n'est pas subventionné. Une trésorerie aussi réduite, et là on a atteint vraiment la ligne rouge, exposerait l'établissement à un risque financier indéniable, puisqu'au moindre aléa, il serait dans l'incapacité d'honorer ses engagements à l'égard des bénéficiaires de ces aides. Là aussi, toujours dans la perspective de la CMP, car nous savons que ça se jouera à cet endroit-là, le gouvernement entend-il revenir sur cette ponction supplémentaire? Le CNC est vraiment un pôle de stabilité dont l'action structure l'ensemble de la filière, de la production à la diffusion. Et là aussi, la diffusion, on le sait, mérite d'être érigée en priorité. Et j'espère d'ailleurs que notre PPL sénatoriale, que nous avions votée en 2023, va être rapidement inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Et je terminerai par l'audiovisuel public, dont les discussions, mes chers amis, mes chers collègues, autour de son financement, mais je sais, et de sa gouvernance nous ont beaucoup occupés, voire même préoccupés ces derniers mois. Alors d'abord, je voudrais qu'on se réjouisse collectivement d'avoir évité la budgétisation de l'audiovisuel public, d'être tombé d'accord sur la pérennisation de son financement, donc via la PPL, via le versement d'une fraction de la TVA. Je le dis, nous avons collectivement voté cette proposition de loi. Mais en revanche, nos désaccords commencent, car le montant qui a été affecté en première partie et auquel vous souscrivez ne nous convient pas. Alors, 65 millions d'euros, et je viens d'apprendre par un amendement qu'il y aura donc 50 millions d'euros, ce qui engendre un décrochage de près de 175 millions d'euros par rapport à la trajectoire prévue par le COM 2024-2028. C'est tout simplement inacceptable, mais surtout, je pense que les conséquences vont être très graves pour ces maisons. Et ce n'est pas tenable parce que, vous le savez, pour la première fois, France TV, Radio France et France Médias Monde ont présenté un budget en déficit pour 2025. Ils tirent la sonnette d'alarme sur leur situation budgétaire. Là aussi, Madame la Ministre, parce que vous nous avez parlé du financement, mais je sais que la gouvernance vous tient à cœur, vous n'aurez pas de réforme de la gouvernance acceptable ni réussie si vous affaiblissez autant notre audiovisuel public. Alors je vous ai demandé déjà, lors du CNPS, qui s'est tenu mardi dernier, de présenter une étude d'impact de la PPL de notre collègue Laurent Lafon pour connaître à la fois l'impact budgétaire, social, mais aussi l'impact sur la création audiovisuelle. Vous vous y êtes engagé et je vous en remercie. Et je ne souhaite pas que ce soit simplement l'actualisation de l'étude d'impact du PJL de Franck Riester. Ça fait 5 ans, 2019. Quoi qu'il en soit, toute réforme constitutive de la gouvernance ne pourra être guidée par la volonté de réaliser des économies. Je crois qu'il est temps de considérer l'audiovisuel public comme un secteur stratégique et d'en tirer les conséquences sur nos investissements. Alors, en conséquence, vous ne serez pas surpris, notre groupe ne votera pas les avances à l'audiovisuel public. Nous aurons des amendements, nous allons en discuter et nous nous abstiendrons sur les crédits de la mission Livre, Médias et Industries culturelles en espérant, mais ça, je vous fais confiance, que de toute façon, le fonds de soutien aux radios associatives soit en tout cas réintégré.